Bonsoir à toutes et à tous. D'abord en urgence, donc, auquel vous attendez évidemment, puisque nous avons décidé aujourd'hui de prendre décision dans le cadre de la procédure que nous avons entamée la semaine passée, mais l'ordre du jour était déjà parti, ce qui est bien logique. Donc je vous demande si vous êtes d'accord de rajouter à l'ordre du jour un point 34, sanctions disciplinaires. Qui est pour? Merci. Qui sera à huis clos, bien entendu. Hein? Alors, par rapport au procès verbal, est-ce qu'il y a des remarques? Qui est pour? Programme stratégique transversal, est-ce qu'il y a des évaluations administratives? Est-ce qu'il y a des remarques? Bon, donc en prendre acte. Merci. Démission d'un conseiller de l'action sociale. Donc, c'est Mme Françoise Nosson qui souhaite quitter ce mandat de conseillère de l'action sociale, donc nous en prenons acte. Présentation et élection d'un nouveau conseiller du CPS, donc c'est Zoé Nizet qui est proposée pour remplacer Françoise Nosson. Et donc là, c'est une prise d'acte également. J'ai mon guide Michel. Hein. Alors, le point 5, rapport synergie commune CPS. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Merci. Le point 6, finance crédit urgent pour l'acquisition d'un serveur informatique pour l'administration communale. Ratification. Des questions? Qui est pour? Merci. Le point 7, situation de la caisse du receveur, du directeur financier au 30 septembre 2021. Est-ce qu'il y a une remarque éventuelle? C'est une prise d'acte. Nous prenons acte. Le budget communal 2022. Alors, donc ici, on vous a transmis, que vous en soyez informés, donc un amendement finalement qui est l'intégration d'une demande du club de basket par rapport à son panneau marquoir. Donc là, on parle de 27 000 €. On va revenir sur le vote puisqu'on votera sur l'amendement avant. Je suppose que c'est comme ça qu'on va faire. Ah, parfait. Donc, le budget qui vous est proposé pour 2022 prévoit l'ordinaire des recettes de 16 825 711 €, des dépenses de 16 827 313, soit un solde positif de 397,95 €, un extraordinaire des recettes pour 6 951 518 et des dépenses pour 6 951 518, ce qui, avec un solde de zéro. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ou des commentaires? Oui. Mais voilà, donc vous avez décidé donc, de maintenir une année complémentaire avec un taux d'imposition à 7,5 qui était passé à 8,5 pour 2 ans, vous êtes passé à 3 ans. Même chose pour le précompte immobilier de 2006 à 2008. Je voulais faire quand même que quelques constats par rapport à ça. Au niveau des différentes recettes, vous avez repris une provision de 390 500 de 2021 concernant les problèmes éventuels pour subsidier le CPS. Entre-temps, vous avez diminué la dotation du CPS de 200 000 €. Sur la période de 2021, vous avez décidé d'allonger de 10 ans la dette de 11 millions d'euros à charge de la génération future. Donc, c'est 691 000 € qui ne seront pas payés en 2022. Les recettes, lorsqu'on compare le compte 2019 à maintenant, ça fait une recette complémentaire par rapport à ce que vous proposez au niveau budgétaire, au niveau des calculs de la tutelle, 599 000 € de complément. Au niveau du précompte immobilier, on est à une somme de 880 000 en plus. Et donc, le total des recettes au niveau des taxes de Blény est en augmentation entre le compte 2019 et le budget proposé ici, s'il se réalise.
une augmentation de 21%. Ce qui représente quand même 138 € par habitant, en sachant qu'il y a 13 382 habitants sur la commune de Béni, ou un montant global de 1 854 000. Ce n'est pas négligeable quand on dit qu'on veut faire du social. Il faut savoir aussi évidemment que la dotation au fonds des communes a augmenté également du fait que vous avez augmenté les taxes, donc il y a une somme complémentaire de 550 000 € qui vient. Tout ça m'amène à poser quelques questions par rapport à, évidemment, les frais de fonctionnement sont une chose et les frais de transfert une autre. Zone de police, pas d'augmentation. Zone de secours, pas d'augmentation. On a maintenant une série de dépenses qui sont programmées. Je n'ai pas vu que vous envisagez d'attribuer un montant pour le fonds de pension ETIAS. Donc je ne sais pas s'il est prévu de le faire en cours de législature pour compléter le fonds pour les pensions des mandataires. Il y a des taxes non payées dans les exercices précédents pour 196 000 €. Je ne vois pas d'appel à projet pour Wallonie cyclable. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de préparer un dossier ou s'il va bientôt sortir. Je ne vois pas de subside pour Bleu-Mine de 25 000 €. Or, habituellement, c'est une somme que je voyais chaque année. Est-ce que vous allez simplement, puisque vous avez besoin d'un équilibre ici à l'ordinaire, l'intégrer lorsque le compte reviendra s'il y a autonomie? Et j'aurais bien aimé savoir aussi ce qu'on allait faire au niveau de l'application Smart City Internet, 5 000 €, puisque j'ai beau chercher, je ne la trouve pas, ou l'utilité en tout cas, je ne la trouve pas. Donc voilà un petit peu les premiers questionnements. D'autres remarques ou questions? Je vais enchaîner évidemment, puisque visiblement j'ai la même lecture que Serge du budget. Donc le budget 2022 que vous nous présentez s'appuie évidemment sur deux éléments qui nous dérangent fondamentalement, mais on a déjà évoqué déjà l'an dernier. C'est d'une part l'échelonnement des crédits de la commune qui vous dégage aujourd'hui disponible 691 549 €, ce qui vous évite d'ailleurs de passer par le crédit spécial de recettes que vous utilisiez les années précédentes. Et cet échelonnement coûte quand même, et ça j'aime bien le rappeler, aux contribuables 2 281 000 €. Ça je pense que c'est une somme qu'il ne faut pas perdre de vue. Deuxième point, c'est que ce budget s'appuie également sur l'augmentation des taxes, qui pour 2022 n'a pas changé, puisque vous avez voté les taxes telles qu'augmentées le mois dernier. Alors, par rapport à cette augmentation des taxes, je me suis un peu replongé moi, dans ce qui avait été dit en 2019. Donc, en 2019, je suis tombé sur un article de l'ADH où on citait pendant 2 ans un effort de solidarité sera demandé aux Bénitois avec cette augmentation des taxes par ménage qui sera en moyenne de 10 € par mois pour nous permettre de répondre efficacement à la situation. Et vous avez même fait une petite vidéo didactique que j'ai revisionnée ce matin, que vous avez largement diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle vous expliquiez l'augmentation des taxes, que vous avez d'ailleurs appelé le prix de la solidarité, mais que cette augmentation était applicable pour 2020 et 2021, et que, a priori, elle était temporaire. Vous avez également précisé dans cette vidéo que pour faire face à l'urgence sociale, il y aurait effectivement une somme de 400 000 € qui serait allouée au CPS. Ça, c'est pour justifier l'augmentation des taxes. Aujourd'hui, quand je regarde le budget, je constate que la dotation au CPS passe de 400 000 à 200 000 €, mais les taxes restent à changer. Et les dotations à la zone de secours, parce que c'est un argumentaire que vous avez soulevé dans votre petite note de politique générale sur le budget, eh bien, elle reste inchangée également pour cette année. La zone de secours des pompiers n'a pas évolué depuis l'année dernière, et celle de la police, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas évolué d'1 €. Donc, quand je lis l'argumentation que vous avez soulevée en termes de politique générale dans votre petite note, je me dis qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut qu'on assume. Il faut qu'on assume de dire à un moment donné qu'on ne va pas diminuer les taxes, que face aux arguments que vous soulevez aujourd'hui pour maintenir les taxes pour le budget, parce qu'il y a des postes pour le budget, vous parlez notamment des pensions, je pense qu'il faut à un moment donné dire il y a des contraintes qui sont là et
désolé chers concitoyens, mais on ne rediminuera pas les taxes. Et je comprends mieux maintenant la petite formule, a priori, elles sont temporaires. Je pense que vous aviez déjà senti que malheureusement on ne pouvait pas faire machine arrière. Alors, par rapport à la note que j'ai pu lire, pour moi il y a une contradiction. Vous expliquez que les pensions grèvent le budget de façon principale. Je rappelle d'ailleurs, petite parenthèse, que depuis 2017 j'avais alarmé par rapport à cette situation, je ferme la parenthèse. Mais dans le même temps, vous dites qu'il faut continuer le développement de l'emploi de la commune, ce qui signifie que vous allez créer peut-être des nouveaux emplois, puisque dans la note, vous dites que vous avez créé des emplois dans les dernières années, alors que la création de nouveaux emplois, ça a des impacts évidemment pour le budget communal. Si c'est un statutaire, ça a un impact sur le budget des pensions, mais si c'est un contractuel, ça a également un impact sur le budget au niveau de la cotisation de responsabilisation. Donc je pense qu'il faut également ici savoir concrètement où on va. J'ai vu qu'il n'y avait pas de perte d'emploi en vue, donc chacun a son emploi, il y a du travail pour tout le monde, c'est très bien. Je m'étonne également que, par exemple, pour Blény-Mines, il n'y ait pas de subvention, alors que nous savons tous que Blény sera à un moment donné appelé à faire une subvention, la commune de Blény en tout cas. Et donc, je me dis que c'est un peu dommage. On est ici avec un budget qu'on veut à tout prix présenter avec un boni, même si le boni est 397 €, c'est un boni quand même. En termes de com, ça fait toujours bien. D'ailleurs, on l'a vu que vous avez communiqué sur la question. Alors que nous savons tous que finalement, ça va être réaménagé avec la modification budgétaire, parce qu'on sait tous qu'il y aura à un moment donné 25 000 € au moins pour Blény-Mines. Et donc c'est là où je trouve qu'on ne joue pas franc jeu avec le budget, qu'on nous présente effectivement un budget qui est temporaire. Alors au niveau de l'extraordinaire, j'enchaîne sur l'extraordinaire, eh bien, j'ai envie de vous dire la même chose que l'année dernière. C'est une déclaration de bonnes intentions avec de très beaux projets, mais toutefois, je suis un peu comme Saint Thomas, je n'y croirai que lorsque je les verrai. Pourquoi? Parce qu'ici, je crois que j'ai dénombré au moins 34 projets qui sont des réinscriptions de l'année dernière. Donc j'espère que cette fois-ci, la mobilité 12 va se concrétiser. Et j'aimerais bien aussi savoir, au niveau du remboursement d'1 million € pour la caserne, si d'ores et déjà, vous savez que nous allons aller vers un rééchelonnement, ou s'il est vraiment dans vos intentions cette année de le payer. D'autres questions? Évidemment, on se doute bien que vous n'allez pas être d'accord et qu'il faut trouver des arguments pour que vous puissiez justifier des votes négatifs. Donc la première règle, ce n'est pas qu'on veut d'avoir un budget en équilibre, c'est que c'est obligatoire. C'est une bonne nouvelle, c'est qu'à Blény, ils sont effectivement présentés en équilibre depuis 1976, ce qui nous évite de nous trouver dans la situation de communes en difficulté et d'être placés sous tutelle. Comme de plus en plus de communes le sont, et comme nous sentons que de plus en plus de communes vont l'être. Alors, dans les points positifs qui peuvent peut-être nuancer dans votre conscience, j'en suis certain, mais vous ne le direz pas, votre appréciation négative, c'est que ce budget est présenté en équilibre sans utilisation de la technique du crédit spécial de recette, que quand on l'a utilisé, vous l'avez critiqué en demandant qu'on ne l'utilise plus, et maintenant qu'on ne l'utilise plus, vous ne dites pas bravo. Donc ça, ce sera déjà un premier point. Et deuxièmement, nous mettons notre budget en équilibre sans recourir au plan exceptionnel d'aide aux communes qui est mis en place par la région wallonne et qui s'appelle le plan Oxygène. Alors ce plan Oxygène, qu'est-ce qu'il fait? En réalité, il dit publiquement ce que nous avons toujours dit et ce que nous redisons en assumant nos propos. C'est qu'il y a, s'il n'y avait que les charges qui dépendent de nous, on serait bien mieux. Mais il y a toutes les charges qui ne dépendent pas de nous. Et de nous en prenons la souvenance, d'ailleurs, des fois de façon subite. Comme vous l'aurez remarqué dans le budget, l'inscription obligatoire d'un peu plus de 100 000 € pour les cotisations aux pensions, dont on est prévenu au mois de décembre, quand on n'a même plus l'occasion de faire une modification budgétaire. Si ça, ce n'est pas de l'augmentation de la charge de pension au niveau du fonds de solidarisation, qui est un problème pour Blény, mais pour toutes les communes. Et c'est pour ça qu'il y a un plan Oxygène qui a été mis en place par le gouvernement et qui permet, pour les communes qui en estiment avoir le besoin, et une situation n'est pas l'autre, et je ne juge personne,
dans la qualité de la gestion d'une chose ou l'autre. Il y a des éléments extérieurs qui peuvent influencer les choses, c'est évident dans la gestion à long terme d'une commune. Ces communes-là vont prendre ce qu'elles doivent pour un certain nombre de postes qui sont justement les charges extérieures que vous avez sous-entendu qu'elles n'existent pas, mais peut-être que si, mais en fait, je vais revenir dessus, de prendre le montant sur 5 ans et de le réétaler sur 30 ans. C'est-à-dire, effectivement, si on veut reprendre ce slogan un peu facile, d'étaler sur les générations futures une charge de 5 ans sur 30 ans. Si cette demande a été relayée par le gouvernement wallon, ce n'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 communes en Wallonie sur les 280 qui le demandent. Hein. Et nous verrons demain combien de communes se sont inscrites là-dedans. Et combien de communes vont encore chercher toutes les ficelles possibles pour trouver leurs revenus, pour équilibrer leur budget. Parce que ce que vous oubliez de dire dans votre analyse fiscale, et là je vais quand même revenir sur un point, parce que je suis de bonne humeur, donc je ne vais pas m'énerver, mais qui est énervant parce que intellectuellement incorrect. Ce que vous oubliez de dire, c'est qu'à Bleuny, à part les 2 taxes précompte immobilier IPP, qui sont des taxes incontournables, notamment de par leur impact sur le fonds des communes, Serge l'a relevé. À part les 2 taxes obligatoires, qui sont la taxe sur les immeubles inoccupés, imposée par la région Wallonne dans le cadre du plan logement, et la taxe sur les déchets, qui est une taxe obligatoire, il n'y a pas de taxe à Bleuny. Trouvez-moi une autre commune en Wallonie où c'est le cas, où il n'y a aucune taxe sur les commerces, par exemple. On a supprimé toutes ces taxes-là. On en a eu dans le passé. Les taxes sur ceci, on a tout supprimé. Donc si on veut faire un bilan honnête de la situation, ben, il y a des choses peut-être plus désagréables, mais il faut prendre l'ensemble des choses. Alors surtout un point qu'il faut prendre. Et vous oubliez soigneusement, et chaque fois je pose la même question, et ça fait 18 ans que je n'ai pas de réponse. Mais je ne désespère pas, donc je vais la reposer. Pour qu'il y ait un budget en équilibre, il y a 2 colonnes. C'est tout con. Il y a une colonne recette et une colonne dépenses. Alors la question que je vous pose, c'est, et à laquelle vous savez que je vais vous la poser, donc vous avez eu le temps de réfléchir, et je ne vois aucun amendement, aucune suggestion dans ce sens-là. C'est évidemment facile de dire, dans la colonne recette, il y a des choses qui nous emmerdent. Mais si on propose d'avoir moins de recettes, il faut moins de dépenses. Et donc, je vous invite aussi, dans une communication honnête, puisque vous entendez que notre communication est malhonnête, dans une communication honnête vis-à-vis de la population, à force de faire croire à la population que le seul objet de la vie en société est de diminuer les taxes, mais il faut aussi diminuer les dépenses. Et à force de véhiculer ce discours-là, ben les gens, plutôt que de financer la sécurité sociale, par exemple, ben ils pleurent devant la TV quand on regarde Viva la vie, Viva for Life. Les gens oublient que l'impôt honnête, juste, proportionnel est la mesure de la cohésion sociale. À condition que les dépenses soient justifiées. Donc je vous invite simplement à aller jusqu'au bout de votre raisonnement et à dire à la population, ben, on va diminuer. Alors dans les dépenses de transfert, c'est difficile parce qu'elles nous sont imposées. Et je vais revenir sur les erreurs d'appréciation que vous venez de faire sur l'évolution de ces charges. Dans les salaires, il faut virer du monde. Alors c'est difficile de dire aux gens, c'est sûr, c'est que tu payes trop d'impôts, mais peut-être que ton emploi, t'es demain, t'es dehors. Ben oui, ça c'est une chose. Dans les services, les subventions, je vais revenir sur Bleuny-Mines, dans les subventions aux associations, les aides logistiques aux associations. Si on veut faire moins de dépenses, à un moment donné, ben, il faut faire moins de dépenses, c'est-à-dire moins d'activités au niveau de la commune. Donc je vous invite à mettre sur la table, mais je vois que je n'ai aucun amendement, par une critique théorique, par rapport à cela. Donc dites la vérité aux gens. Nous pensons que vous payez trop d'impôts, mais nous qui critiquons les impôts, nous n'avons aucune idée, aucune proposition concrète pour les faire diminuer. Ça, c'est le raisonnement global. Par rapport aux questions un peu plus précises sur le développement de l'emploi, mais nous avons développé de l'emploi sans que ça ne coûte à la commune. Et nous continuerons. Est-ce que le dossier de la caserne vous est paru invisible à ce point-là? Il y a presque 400 personnes qui travaillent à la caserne. Alors, tout n'est pas création d'emploi net, hein, on est bien d'accord, il y a des déplacements, etc. Mais quel vivier dans ce magnifique projet que nous avons porté sur nos épaules
et que vous avez souvent supporté du bout des lèvres parce que vis-à-vis de l'opinion publique, quand vous êtes rendu compte que l'opinion publique adhérait, il a fallu vous aligner. Et on aurait, de beaucoup de reprises, souhaité avoir une collaboration plus franche et sincère, ça aurait coûté beaucoup moins cher à la commune, et il y a des choses qui seront passées plus vite si tout le monde avait tiré dans le même sens. Et voilà des dizaines et des dizaines d'emplois, une dynamique de création et d'activité extraordinaire que l'on doit à qui? À nous. Tu peux dire pas vous, tu l'as dit tout bas, mais je l'ai entendu, à nous seuls. Et à toutes celles et ceux qui se sont inscrits dans ce mouvement, toutes les entreprises qui ont choisi de faire confiance au projet. Donc ça, c'est de l'emploi qui se crée, qui se développe, qui se pérennise. C'est une manière de créer de l'emploi sans que ça ne pèse directement sur les dépenses de fonctionnement de l'administration communale. En ce qui concerne quelques autres éléments, l'action sociale, ça fait notamment partie des dépenses dans lesquelles vous refusez de cendrer pour être logique et cohérent avec vous-même. Il y a eu, ces derniers mois et ces dernières années, des augmentations importantes en termes de coûts. Et ce qui est le plus rigolo, c'est que vous en avez voté la plupart, notamment tout ce qui est les chèques commerce octroyés pour la problématique des langes en compensation dans le système, disons, de solidarité qu'on a voulu mettre autour de la taxe sur les immondices. C'est un exemple parmi d'autres. Au niveau de ce qui a été dit pour justifier l'augmentation de l'impôt, moi j'assume tout, hein. Aucun souci, et droit dans les yeux avec tout le monde. Hein. Ce qu'on a dit qu'on allait faire au CPS a été fait. Pas complètement, parce qu'il y a toujours à remettre sur la table, dans la problématique de la remise au travail des personnes bénéficiaires du risque, et particulièrement des moins de 25 ans. Et parce que aussi, disons-le, remettre des gens au travail dans une période de Covid, ben, ce n'est pas nécessairement évident sur tous les segments d'activité qui pourraient être disponibles et accessibles rapidement. Mais aujourd'hui, on se trouve quasiment au niveau des moins de 25 ans avec aucune personne qui se trouve en situation de recherche d'emploi, parce que soit ils ont de l'emploi via un article 60, soit ils sont aux études, et donc on a choisi de financer évidemment ces études parce que c'est l'investissement à long terme pour leur vie en tant que telle. Il reste des problématiques sur les plus de 25 ans parce qu'il y a des situations qui sont un petit peu compliquées, mais l'action est en cours, la dynamique est en cours et l'argent a été utilisé à cette fin. Et donc ici, cette diminution, on avait envisagé, clairement, on avait augmenté de 400 000, on avait envisagé de diminuer de 400 000. Parce qu'on estimait que le coût d'accélérateur qui devait être donné sur les 2 premières années aurait dû être suffisant. Il y a eu cette histoire du Covid qui a ralenti quand même quelque chose. C'est ça qu'on maintient une augmentation de la dotation au CPS de 200 000. Sur les autres dépenses de transfert, alors, la police, c'est vrai, la police, porte maintenant, et je pense que ce sera le cas jusqu'à la fin de la législature, n'augmente plus ses demandes de dotation communale. Okay. En ce qui concerne les pompiers, quand vous me dites que ça reste au même niveau que les autres années, est-ce que vous connaissez le dossier? Ce qui était prévu, c'est pas qu'elle reste au même niveau, c'est qu'elle diminue, et de façon considérable, de par l'intervention de la province, qui est imposée par la région wallonne. Et qui, soit dit en passant, pose évidemment des problèmes au niveau de la province. Ce qui se passe au niveau de la zone de secours, c'est que, premièrement, la dotation provinciale, qui devait être de 6 millions, est de 5 millions. Donc le million, on va aller le chercher. Et deuxièmement, c'est que ce qui apparaît dans la gestion de la zone de secours, c'est qu'il y a un problème de répartition des tâches entre les professionnels et les volontaires. Et donc le chef de corps a présenté il y a 2 mois, je crois que c'était en octobre, si ma mémoire est bonne, une demande d'engagement immédiat de 28 pompiers professionnels. 1,5 million. Et donc, nous allons devoir le faire. L'accord qui a été pris au sein de la zone de secours, c'est qu'on ne le ferait pas tout de suite maintenant parce qu'il y a le problème du recrutement, du délai de recrutement, les engagements. On ne recrute pas un pompier professionnel comme ça. Il y a des procédures de sélection qui sont assez sévères. Et il y a toute une problématique au sein de la zone. Ce qu'on a demandé au chef de corps, c'est de bien voir comment les volontaires vont pouvoir rester dans la structure de façon suffisamment professionnelle, j'allais dire, en fait, c'est un peu contradictoire,
suffisamment up-to-date pour être au niveau d'exigence requis par le service des pompiers. Donc, cette trajectoire budgétaire qui devait baisser et baisser de façon importante, non seulement elle ne baisse pas, mais elle va augmenter. Et on ne fait pas un budget et on ne décide pas de taxes en pensant à l'année qu'on gère. On regarde plus loin que le bout de ses narines. Et on essaye de faire une projection. Au-delà de 4-5 ans, c'est très très difficile, mais on essaye de tenir cet horizon-là. Nous avons des tableaux de bord au niveau du collège qui nous donnent ces indicateurs-là pour pouvoir essayer. Par rapport aux dépenses, je reste sur les dépenses obligatoires, ce problème de la cotisation de solidarisation des statutaires est un problème considérable. Alors, c'est vrai que tu as attiré l'attention dessus. Oui, c'est quoi ta solution? Donc là, tout le monde qui est un peu attentif, et vous l'êtes, à la situation des communes, sait bien que c'est un problème majeur. Et c'est une des raisons majeures de ce plan oxygène qui est mis en place par le gouvernement wallon, évidemment. Le système qui est là est intenable. Aujourd'hui, quand on a un agent contractuel et qu'on veut le nommer pour X, Y raison, zoom, on se prend, de mémoire, c'est 30% dans la vue d'augmentation salariale, rien que par la cotisation pension. Donc on ne nomme plus. Et quand on ne nomme plus, on n'alimente plus le fonds. Et donc la cotisation, elle va passer à 40, à 50, on est déjà dans ces eaux-là, elle va arriver à 100%. Et donc là, il y a besoin d'une réforme structurelle de l'alimentation du fonds de pension des statutaires communaux, mais ça, ce n'est pas de votre compétence, et ce n'est pas de la nôtre, ça on ne sait rien faire. Sauf essayer au maximum de mettre en réserve des sous pour pouvoir le faire. Et là, je viens sur un autre point que vous avez remarqué, c'est que je ne m'attendais pas à la félicitation par le fait qu'on ne se sert plus du crédit spécial de recettes. Mais vous dites, oui, mais on reprend les provisions. Ben, oui, à quoi ça sert des provisions si ce n'est pas pour être utilisé à un moment donné? Et nous les reprenons maintenant, pourquoi? Bien sûr, pour équilibrer le budget. Et en attendant la modification budgétaire du mois de mars, bien sûr. Parce que, et ça mériterait de temps en temps de votre part, non pas un bravo, mais disons un clin d'œil approbateur, ce serait déjà pas mal. Depuis 1976, tous les comptes à Blony sont en bonus. Parce qu'il y a une mécanique qu'on essaie de ne pas détruire et qui est difficile à maintenir. Mais on veille à essayer de la maintenir pour essayer d'avoir chaque année un bonus. Et c'est ce bonus qui nous permet, au mois de mars, et ça fait des années qu'on fait comme ça, bon voilà, bon, il n'y a pas de secret. C'est ce bonus qui nous permet, au mois de mars, de remettre les compteurs là où on souhaite qu'ils soient mis pour des dépenses qui n'ont pas nécessairement été, utiles ou exposées pendant le premier trimestre. Et c'est ce qu'on fera avec la dotation à Blony-Mines, comme on l'a déjà fait lors d'un exercice antérieur, où on remet les compteurs à zéro et il y aura les 25 000 € qui sont prévus. Si Blony-Mines en a besoin, ben, nous savons que c'est dans le budget de Blony-Mines en tant que tel. Et à moins d'un miracle qui vienne peut-être de Viva for Life, qui aidera Blony-Mines davantage, ben, je pense qu'ils en auront bien besoin entre-temps. Et il y aura d'autres éléments qui seront ajustés. On l'a fait il y a 1 an ou 2 en ce qui concerne les subsides des associations. Et ça nous permet évidemment de tenir la distance en tant que telle et en toute transparence. Mais la question sur les Smart City Search, c'est de voir à quoi vont être utilisés les 5 000, c'est ça? Ben, il y a 3 ans qu'on utilise 5 000, qu'on a 5 000 dans le budget, mais je ne sais pas à quoi ça correspond comme service. Voilà, ben, il y a des projets qui sont en cours. Ils sont dépensés, ils ont été dépensés en 2020, puisqu'ils sont dans le compte. Oui, attends, 2020, qu'est-ce qu'on a dépensé là? Ils sont remis en 2021, ils sont remis en 2022. Pardon? Ils sont en compte en 2020, donc ils ont été dépensés. On a un logiciel sur les promenades, je ne sais pas oui. quoi. C'est ça. Bon, on peut revenir sur le détail de l'utilisation de mémoire, excuse-moi, ça je ne sais plus. En 2020, comment on a dépensé les 2 000 ou 3 000 € par rapport à ça. Alors, au niveau du budget extraordinaire, je partage ton analyse, Jérôme, ici, le budget extraordinaire, la technique du budget extraordinaire, ce n'est pas de dire ce qu'on va faire cette année-ci. C'est budgétairement de pouvoir créer une enveloppe budgétaire qui va permettre de financer des projets. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il soit fait le plus vite possible.
Et il y en a qui prennent plus de temps que d'autres. Je vais prendre par exemple les grands travaux de rénovation de la voie de la Hayette. On ne fait pas ça sur 1 an, sur 2 ans, mais ce qui est important, c'est d'avoir, dès qu'on décide qu'on va le faire, de mettre l'argent, je vais dire, de côté d'un point de vue budgétaire. Et une fois que c'est là, ben c'est là. C'est-à-dire que ça rentre dans notre balise d'emprunt, ça rentre dans tous les équilibres, etc., etc. Et on sait que, sauf accident, a priori, c'est là pour être utilisé dès que le dossier au point de vue administratif, etc., se fait. Il y a eu, et je le dis ouvertement, il n'y a pas de secret par rapport à ça, on a eu quelques difficultés d'embouteillage au niveau de notre service marché public, qui est un service essentiel au niveau de l'exécution du budget extraordinaire. Pourquoi? On a eu 2 recrutements de personnes qui ont été sélectionnées, qui sont venues, puis qui sont parties. Donc ça n'a pas été optimal pour l'organisation du service. Et honnêtement, moi je tire encore une fois mon chapeau pour, nous sommes au niveau du collège, tous les jours de près ou de loin en contact avec l'administration, pour le travail qui a été mené pendant cette période de Covid. Organiser la continuité du service public comme cela a été fait, avec des équipes qui sont fort resserrées, qui sont fort étroites sur l'ensemble des compétences. Je parle des marchés publics, bon, on pourrait parler de l'urbanisme, etc., etc. Chapeau, hein? Chapeau. Il n'y a aucun dossier qui a dérapé au niveau du timing en urbanisme, par exemple. Il n'y a aucun dossier qui a dérapé au niveau de l'octroi des passeports, des cartes d'identité, etc., etc. Alors, c'est comme partout, quand un gosse vient avec un bulletin, on dit Joe, tu n'as que 92%. Et en France, c'est à 14 sur 20. Il faudra faire mieux la prochaine fois. On dit ça à nos enfants. C'est très juste. Mais bon, ça fait quand même 92%. Donc, évidemment, la façon dont on gère l'extraordinaire, c'est ça, c'est de pouvoir avoir une méthode de financement de travaux et d'investissement. Et je crois que là, on n'est pas trop mal. On peut toujours espérer, et nous sommes les premiers à râler quand un dossier n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. Et dès qu'on a décidé, on aimerait bien que ce soit fait le lendemain matin. Mais quand je vois l'évaluation à mi-législature du programme stratégique transversal, où 75% des projets de début de législature sont soit réalisés, soit en cours, ben, quand on est en mi-législature, je trouve que ce n'est pas mal. Et au niveau du CPS, on est dans le même ordre de grandeur, si pas encore mieux, à mi-législature, sur l'ensemble des projets qui sont réalisés. Voilà. Maintenant, évidemment, chacun pourra avoir son appréciation, mais donc je vous invite simplement, pour l'année prochaine éventuellement, ou pour la modification budgétaire, à développer la réponse à la question, si vous voulez diminuer les recettes, que faites-vous pour diminuer les dépenses? Et pas des réflexions bateau du style, il faut faire des économies. Et ça, on le sait bien. Lesquelles? Montrez-moi dans le budget les postes dans lesquels vous voulez sabrer et qu'on dise clairement à la population, c'est un choix. Et le choix, c'est celui-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu s'il y a une question ou d'autre qui m'a échappé. Oui, si je peux rebondir, oui. Voilà, j'entends votre argumentation, j'ai l'habitude de l'entendre, donc on se connaît. On a l'impression évidemment que c'est toujours à cause des autres qu'il y a un souci et que le PS n'est à aucun niveau de pouvoir, mais bon voilà, c'est la réalité. Les cotisations spéciales, c'est des décisions qui sont prises au-dessus de notre tête, en effet. Et voilà, il y a des relais, il y a des choses à discuter et trouver des... Autre chose comme argument, il y a quand même à un moment donné le répétitif qui est là et donc je l'entends, hein, donc je ne fais qu'écouter. Je voulais quand même demander au niveau des projets Wallonie cyclables, 80% des régions. C'est vrai que c'est mieux quand on a des relais à d'autres niveaux de pouvoir. Quand on peut les utiliser de façon positive, c'est mieux de les utiliser que quand on a certains relais, de les utiliser de façon négative. Je me doute que c'est pour moi que ça vise, il faut le dire, hein, il faut expliquer pourquoi. Je te le dis parce que tu me parles de très bien. Ouais, ben, donc ici, laisse ça de côté. Je sais que j'ai eu en effet d'autres soucis aussi grâce à vous, hein, donc il n'y a pas de souci, je l'entends. Et donc, je reviens simplement par rapport au questionnement sur le projet Wallonie cyclable, je n'ai pas eu de réponse à ce niveau-là. On essaye de rentrer un dossier, etc. Maintenant, il y a des conditions dans ces projets-là qui ne sont pas conformes, qui sont très intrusives par rapport à la gestion de la commune, première chose. Et deuxièmement, c'est souvent des dossiers qu'on nous transmet
dont on sait que beaucoup sont déjà au courant avant, et on a peu de temps pour y répondre. Voilà, c'est tout. Mais on essaye de faire en sorte que, si possible, j'enverrai alors sur mobilité 12, puisque là, on a quand même un subside qui est prévu au niveau de la Liège-Europe Métropole de 58 000 euros, on va dire, qui est prévu depuis 2017. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas prévenu, qu'on a un subside et qu'on ne peut pas avancer dans le dossier. Donc qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'au début de l'année dernière, on nous annonce qu'on va bientôt avoir un PowerPoint pour nous expliquer la mobilité 12 dans son état, comment on va le faire progresser, comment on va avancer sur ce dossier-là, et on est un an plus tard, on est de nouveau avec le même questionnement sur ce dossier-là. Avec, en effet, il y avait aussi la passerelle de Marchon, c'était un des investissements. Il y avait aussi un deuxième axe qui était prévu au niveau de Liège-Europe Métropole avec 100 000 euros de subsides pour rejoindre Versèvres et remonter sur Jupille. Voilà, dans ce budget-ci, vous me dites, on va sûrement le rajouter en cours de l'année 2022 parce que le compte va être en boni, donc on va pouvoir élargir évidemment les investissements. Je l'entends, mais voilà, ça pédale un petit peu. On parle de mobilité 12, mais ça pédale quand même depuis un certain temps ce dossier. Si je peux continuer, printemps 2021, vous annonciez aussi l'auteur de projet pour l'école de Sèvres. Je ne sais pas, j'ai demandé à avoir un dossier à la commune, c'est peut-être un des dossiers, comme vous venez de me dire, qui était à l'embouteillage. L'auteur de projet pour Bleny, c'est peut-être la même chose. On a fait toute une série de marchés pour les véhicules lors du dernier conseil. Il n'y a rien qui passe, semblerait-il, donc on est reparti pour un tour. Donc faire et défaire, c'est travailler, hein, je l'entends bien, mais ça fait évidemment maintenant 25% de la flotte des véhicules qui est à remplacer, si je fais le total de ce qu'on a comme véhicule, et on va encore en déclasser un maintenant. Je prends un autre dossier, mobilité 12, les terrains dans le fond de Basse-Leval. Le dossier, la première fois, je l'ai vu en 2006. 2006. Et on a l'impression que chaque fois, on va me dire, c'est à cause des autres. Voilà, bon, je l'entends, mais je me dis qu'à un moment donné, c'est des dossiers qu'on doit travailler. Je parle du terrain de tennis de Housse. Moi, j'en ai entendu parler, je l'ai vu dans la presse, je ne le vois plus. Il n'apparaît plus nulle part. Donc, est-ce qu'il va se faire? Est-ce qu'il est annulé? Est-ce que, je ne sais pas du tout si c'est le club qui a décidé d'arrêter ou si c'est nous autres qui n'avons pas la possibilité de lancer le dossier, je n'en sais rien. Dossier Eureba, je n'en ai pas vu non plus. Donc voilà, c'est un peu mes questions par rapport et mes réflexions par rapport à l'extraordinaire. Donc, au niveau de l'école de Sèvres, on a réfléchi beaucoup sur son implantation. Maintenant, on s'est décidé sur un choix et nous avons eu beaucoup de contacts avec le cabinet du ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles et son administration pour voir comment on devait envisager la mise sur un auteur de projet. Donc, la mise sur un auteur de projet sera de monter un dossier pour avoir des subsides. On ne fera pas l'école sans avoir des subsides. Donc, ça va suivre. En ce qui concerne l'auteur de projet pour le centre de Bleny, bon là, il y a une commission citoyenne qui est en cours, qui travaille bien, parfois pas facile, parce qu'il y a le Covid pour se réunir, etc. Et donc là, le point est mûr au niveau des réflexions pour devoir se faire accompagner par un auteur de projet. On ne va pas d'un côté demander à un auteur de projet de faire quelque chose, et d'autre part aux citoyens d'avoir des idées. Il faut que ce soit dans une certaine continuité. Au niveau de Basse-Leval, oui, il y a eu des retards, et là, il y a une partie de retard qui nous est peut-être imputable, c'est vrai. Les discussions avec les propriétaires ont pris beaucoup de temps, d'autant plus qu'il y a une multiplicité de propriétaires sur 2 parcelles différentes, ça complique les choses. En tout cas, le rétablissement de la liaison sera fait pour fin janvier, début février, et ça c'est quand même l'essentiel pour que le programme, parce que c'est un point de connexion important, pour ceux qui font du vélo, y compris avec le dimanche matin. Par rapport à la mobilité 12, oui, le dossier a avancé, on ne le voit pas, mais il a avancé beaucoup, parce que où étaient les points de blocage? Les points de blocage étaient par rapport à la passerelle de Marchon, essentiellement sur une parcelle de la Défense nationale qui fait un mouchoir de poche,
combien, 4 mètres carrés ou 2 mètres carrés, enfin c'est un truc dans le genre, je passe ma mémoire là-bas. C'est quelque chose qui ne fait pas grand-chose. La Défense nationale ne savait même plus qu'elle était propriétaire du truc, donc il a fallu remonter. Et bon, alors, je ne dis pas que c'est la faute des autres, hein, c'est sur les circonstances de la gestion de quelque chose, donc je donne l'explication du fait qu'on n'a pas pu avancer là. De même, il y a encore un terrain là-bas qui est en négociation, qui est la partie le long de l'entreprise de construction, de matériaux de construction qui est là, pour pouvoir accéder de la promenade Nicolas Donnet à la passerelle en tant que telle. Bon, enfin là, on espère donc bien avancer fortement par rapport à tout ça. Le tennis de housse. Le tennis de housse, en réalité, celui qui est porteur du projet, c'est le club que nous aidons, puisque nous avons voté ensemble des subventions spécifiques au tennis de housse pour payer justement les frais en tant que tel, les frais d'avant-projet, de projet, etc. Et donc le deal qui existe avec le club de tennis, et on les aide administrativement et financièrement, c'est qu'ils introduisent un dossier et qu'ils aient la subvention infrasport, et alors là, on intégrera le moment. Si on faisait le contraire, vous reviendriez avec votre réflexion, que je peux comprendre d'une certaine manière, hein, je n'en partage pas la pertinence, mais de dire vous mettez une ligne budgétaire, vous ne le faites pas. Mais tant qu'on n'aura pas la décision de principe infrasport, on ne le fera pas. Et le club est particulièrement au courant. Ils ont modifié quelquefois leur projet, c'est très bien ça. Dans la vie d'un dossier, c'est normal qu'il y ait des éléments d'intervention et de développement à un moment donné. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, même si les réponses, tu n'es pas d'accord avec, ça fait partie de la vie, mais est-ce que j'ai répondu aux différentes questions? Oui, j'avais encore une question concernant, on a inauguré dernièrement le football de Mortier. Il semblerait qu'il y ait des problèmes. Je ne sais pas si c'est Christophe qui s'occupe de ce dossier-là. Donc là, il y a quelques problèmes au niveau de la réception, et donc il y a une réunion qui est prévue. On a eu une réunion avec l'auteur de projet de l'entreprise et donc nos services. Il y a eu, donc par rapport, oui, il y a eu quelques soucis, donc c'est par rapport essentiellement au niveau des douches. Donc il va y avoir des propositions qui vont être faites par l'entreprise l'auteur de projet pour remédier. C'est une question de porte qui a été mal faite au niveau de la conception. Il y a un antidérapant sur les carrelages. Il faut remettre en règle infrasport comme le foot, club de sport qui utilise les vestiaires. Donc il faudra aussi mettre aux normes PMR. C'est du mobilier, je veux dire, quelque part, donc par rapport au WC, PMR, donc il faudra, c'est une obligation comme salle sportive d'avoir un WC. Voilà. Donc il y a eu une réunion qui était très constructive avec l'entreprise, nos services et l'auteur de projet. Et c'est vrai que voilà, par rapport à la conception du bâtiment, je veux dire, le bâtiment lui-même n'a pas de défaut de conception. Le bâtiment, c'est, je veux dire, c'est des défauts. Enfin, je ne veux pas presser non plus un défaut d'aménagement. C'est un manquement au niveau de l'aménagement. Voilà. On n'est pas parti pour un conflit comme pour Perlé-au-Grégoire, où là on attend toujours depuis des années d'ouvrir la salle. Donc il y a un accord possible avec les entrepreneurs et avec les auteurs de... On a eu une réunion mardi, donc on continue. Donc on a eu des réponses déjà cette semaine, on a déjà eu toutes une série de réponses et tout ça va être fait. Ce ne sont pas des éléments qui concernent la stabilité ou la sécurité du bâtiment. C'est différent d'un centre. D'autres questions? Moi, j'aimerais bien faire ma petite réplique, si tu me le permets. Donc, ce besoin de sollicitation me fait toujours un peu sourire. Ce n'est pas le rôle de l'opposition de congratuler systématiquement la majorité. Je pense que c'est pas... Je dis systématiquement. Ça va. Je dis de temps en temps, et à la veille de Noël, ça tombe bien. Je suis rassuré. La trêve de Noël commence. Je ne demande pas de faire violence à ce point-là. Ah non, ça va, ça me rassure, parce que je pense quand même que, même si on n'est pas tout le temps là pour vous féliciter, parfois on le fait, ça nous arrive, quand nous sommes de bonne humeur. Et par ailleurs, l'opposition est quand même
le garant de la démocratie, donc parfois, quand il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on aime le dire, et j'ose espérer, en tout cas c'est ce que nous essayons de faire, que nous sommes une opposition constructive. Nous essayons de proposer des points, nous l'avons déjà fait quand même dans le début de la législature, et parfois on apporte une autre vision sur certains dossiers. Donc je pense que là-dessus, en tout cas, je tire un bon bilan, puisque moi aussi je me félicite pour une fois de notre groupe. Donc ça c'était par rapport à ce besoin de félicitation. Maintenant, je ne vais pas vous dire bravo parce que vous n'utilisez pas cette année le crédit spécial de recettes. Pourquoi? Parce que pour ne pas utiliser cette construction artificielle, vous avez eu recours à une autre technique comptable, qui est donc, je le répète, le rééchelonnement des crédits, qui vous a amené l'an dernier 670 000 €, cette année 691 000 €, l'année prochaine 683 000 €, mais qui, à partir de 2034, va coûter à la commune 146 000 €, puis 331 000 € l'année suivante, pour arriver à 811 000 € en 2042. Alors oui, 2042, c'est loin. Hors inflation. Oui, évidemment. Mais alors c'est clair que c'est déjà c'est fait le loin. calcul en corrigeant tes chiffres. On a un taux d'inflation de 3% par an d'ici 2034. Ça, ce sont les chiffres qui sont arrêtés au moment où vous avez signé. Sur l'impact économique et dans l'équilibre recettes-dépenses. Fais un peu de calculage. Oui. Et donc, tout ça pour dire que pour pouvoir... je ne vais pas refaire tout le débat qu'on a fait sur ce point-là, ce n'est pas l'objet. Mais tout ça pour vous dire que c'est pour ça que je ne félicite pas par rapport au crédit spécial de recettes, parce qu'on a utilisé une autre technique qui, sur le long terme, va coûter à la commune. Voilà. Bon. Alors, par rapport au CPS, ben oui, 400 000 €, on ne dit pas que rien n'a été fait, hein. C'est pas ce qu'on a dit, c'est pas le propos que nous avons tenu. Le propos que nous tenons, c'est qu'aujourd'hui, on a diminué la dotation qui était prévue et qui avait été argumentée pour pouvoir élever les taxes. C'était ce que vous appelez le prix de la solidarité, je le rappelle. Mais aujourd'hui, et je reprends vos mots, c'est un système qui devient intenable au niveau des pensions, etc., qu'on doit continuer. Donc, je pense, et c'est ça la question que je posais, c'était à un moment donné, est-ce que oui ou non, quand vous argumentez, comme vous venez de le faire aujourd'hui, pour maintenir un budget en équilibre, voire en boni, ce sera la même chose l'année prochaine, ce sera certainement la même chose l'année suivante, puisque ça ne va pas aller en 5 000 €, vous l'avez dit. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut la clarté et il faut la vérité de dire que les taxes ne vont pas diminuer, ce qui n'est pas fait pour le moment. Pour le moment, on flirte toujours sur on regarde une année, on verra bien, on réévalue l'année prochaine. Mais je pense que face à l'argumentation que vous venez de dire aujourd'hui encore et écrite en termes de notes sur le budget, je pense qu'il faut avoir la clarté, la vérité de le dire à nos concitoyens. C'était l'objet de mon propos. Donc la clarté, c'est de dire qu'on cherchera toujours à avoir une fiscalité raisonnable pour faire face aux charges de l'année et à ce qu'on pense être les charges futures. Ça oui. Maintenant, te dire qu'elles vont baisser ou pas, je ne sais pas te le dire maintenant. Je ne sais pas te le dire parce que quand on voit, je vais rien prendre que ce que je viens de dire, l'inflation, donc on va sans doute avoir 2 sauts d'index. Et on est pour, hein, contrairement à d'autres qui veulent supprimer l'index en Belgique pour les travailleurs. Hein. Donc, on est pour le maintien de l'index, 2 fois, ça fait 2 fois 2%, donc ça fait, avec l'aide de taux d'intérêt, on est à 4% en 2, 4% en 3. Quand on voit l'augmentation, et tout le monde le subit, y compris les ménages hein, et les entreprises, donc aujourd'hui, le gaz aujourd'hui en Europe se paye 10 fois plus cher qu'aux États-Unis. Alors il y a un certain nombre de raisons structurelles. Là, c'est un énorme débat très technique que je ne maîtrise pas tous les paramètres, mais je constate que les dépenses en matière d'énergie explosent. Est-ce qu'on aurait dit, il y a un an, les dépenses en matière d'énergie vont exploser comme elles explosent, aussi bien au niveau des ménages que des entreprises, avec la commune. On a une 50aine de bâtiments, hein, en dehors de la caserne à chauffer. Il faut chauffer tout ça. Hein. Il y a l'électricité, etc. Alors, on active, vous le savez, vous avez apporté votre soutien, c'est très bien. Les investissements dans les LED, etc. Donc tout ça est en cours. Et heureusement qu'on l'a fait, qu'on l'a anticipé, parce que ça diminue d'autant, évidemment. Ces charges-là, ben, moi j'espère qu'elles vont baisser. J'espère qu'elles vont baisser. Oui, j'espère que conformément à sa promesse, le gouvernement wallon et le gouvernement, en accord avec le gouvernement fédéral, va trouver une solution au problème des statutaires. Et je pense qu'on va la trouver. Pourquoi? Parce qu'elle nous impacte. Mais la situation à Liège et à Charleroi est absolument intenable. Bien pire que chez nous. Alors il y a une politique de nomination, il y a toute une série de choses, on peut toujours dire, etc. Mais de facto, c'est ça. Et on connaît le poids politique de Liège et de Charleroi en Wallonie.
et le poids budgétaire global sur les équilibres de la région. Et donc là, je pense qu'il va y avoir une solution, je l'espère. J'espère avant tout pour quelque part les pensionnés. Hein. Bon, je ne sais pas où ils vont, pour qui ils vont en signer pour leur droit subjectif à la pension s'il n'y a plus de sous. Hein. Je ne sais pas comment ils vont faire. Donc voilà. Donc là, il y a une certaine prudence à avoir par rapport aux impératifs, et on voit que les impératifs tombent dessus. Donc on aurait préféré baisser les impôts, hein, c'est sûr. Mais la recette pour les baisser, c'est, je reviens sur ma question, c'est où est-ce qu'on supprime des dépenses? Deux colonnes. On a déjà fait des propositions par le passé. Hein. On a déjà fait. Proposition de principe, il faut faire des économies d'énergie, oui, ça on l'avait fait. Ouais. Bon, ça, On n'est pas, comme pas la manœuvre, hein. On n'est pas la manœuvre, hein. C'est pas nous qui tenons la ligne dans le budget, c'est vous. Non, hein. mais vous êtes beaucoup plus détaillé sur votre analyse des recettes que sur celle des dépenses, et beaucoup plus proactif sur l'analyse des recettes que sur celle des dépenses. C'est presque une félicitation de Noël, ça. Hein. Mais c'est une demi-félicitation parce qu'elle ne concerne qu'une colonne. Il faut faire les deux. J'ai une question justement complémentaire sur les dépenses. Blény Énergie a demandé un montant complémentaire ici fin d'année. Je n'ai pas vu de motivation par rapport à cette somme-là complémentaire, puisqu'on était en période quelque part où ça redémarrait au niveau des salles. Est-ce qu'il y avait un autre deal qui était prévu qui fait que cette somme-là a dû être affectée ici dernièrement? Ici, au niveau de Blény Énergie, les deux principaux problèmes, c'est d'une part... J'ai demandé un rapport d'activité il y a un an aussi, donc... mais bon, voilà. C'est une bonne composition, je n'ai pas insisté depuis un an. Hein. Tu peux l'être aussi, Serge. Voilà, ça c'est aussi une demi-félicitation. Voilà, tu vois. Et je vous aide vraiment pour que vous y arriviez à nous le dire. Hein. Bon, franchement. Ce sera pas aujourd'hui. Bon, ici, Blény Énergie, les deux problèmes structurels qu'il y a, c'est donc la prise en charge de l'énergie. Hein. Et c'est aussi le fait qu'une grande partie des recettes de Blény Énergie, indépendamment de la subvention communale, vient des locations. Et donc là, à partir du moment où il y a le Covid et qu'on ne peut plus rien faire, il n'y a plus de location. Hein. Je parle devant le président ici, Jean-Paul, je crois que c'est les deux éléments principaux qui posent problème en tant qu'État. Donc voilà. Ici, ce qu'on espère, évidemment, d'abord, indépendamment des revenus pour Blény Énergie, c'est que l'activité associative puisse reprendre de la façon la plus libre possible, avant 23 heures en tout cas. Donc ça sera déjà quelque chose. Et donc comme ça, les recettes reviendront au niveau de ce qu'il faut adapter, les montants de loyer, etc., etc. Je veux dire, ça c'est au sein de l'ASBL qui faut gérer ça. Donc ça, c'est les deux problèmes structurels. On est parti sur le principe que l'activité va reprendre, donc les locations vont reprendre. Donc on est parti sur un planning financier de cette nature. Donc les 100 000 qui sont là, c'est une première étape, mais on sait que ça va changer en cours de route, c'est pour l'équilibre budgétaire. Oui, il faut mettre un budget en équilibre. Si on se retrouve dans une période en 2022, comme on a connu les 2 dernières années, où la moitié du temps, il n'y a pas d'activité, ça veut dire que la moitié des loyers qu'on espère, c'est gazine. Mais donc les 100 000, c'était notre ligne de flottaison quand tout fonctionne. Oui, c'est une bonne trésorerie. Et en Blény Move, est-ce qu'on aura la capacité de payer les intérêts au niveau des prêts citoyens? En tout cas, il y a une garantie de 6 000. Hein. Donc, ce qui est bien prévu et qui a été tout à fait clair dans toute l'opération là-bas, c'est que si la SBL ne paye pas les intérêts au mois de juin, puisque c'est à ce moment-là que c'est libéré, je vais dire, pour les épargnants, la commune le fera. Et on a dû donner, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de demande dans ce sens-là. Non, l'année passée, ils ont fait. D'ailleurs, tous les épargnants, non. Il y a beaucoup d'épargnants qui ont même renoncé. À la fois au paiement des intérêts et au remboursement du capital, d'ailleurs. C'est assez variable. Donc là, honnêtement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on verra bien au mois de juin, de toute façon. Donc la garantie communale jouera et les intérêts des épargnants seront préservés. Il y avait un dernier petit détail, mais ça, je pense qu'il faut qu'on en discute peut-être en tête à tête, mais concernant au niveau de la caserne, un dossier au niveau d'un coffret électrique forêt qui serait utilisé. Mais bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est des questions qu'on m'a posées, si c'était normal ou pas. Donc j'ai dit que j'allais poser la question. Ça doit être réglé et régularisé. Il y avait une situation transitoire qui avait été mise dans l'urgence, mais ça doit être réglé.
Donc c'est une recette. S'il vous plaît? C'est une recette. C'est une non-dépense. C'est une non-dépense. Bien. Mais comme tu l'as dit, c'est un détail. Plus de questions? De remarques? Alors, au niveau du budget ordinaire, qui est pour? Qui est contre? Merci. Au niveau du budget extraordinaire, qui est pour? Qui est contre? Merci. Alors, nous passons au point 9. Dotation communale à la zone de police Basse-Meuse. Qui est pour? Merci. Dotation communale, point 10, à la zone de secours Vasteray-Plateau. Qui est pour? On Merci. saura avoir le détail de la projection budgétaire. Je ne l'ai pas vu du tout. C'est vrai que je ne l'ai pas demandé non plus. Sur l'évolution, comme tu l'expliquais, les dépenses qu'on allait voir. Donc, en tant que bourgmestre, tu as voté pour le budget, fin de la semaine dernière. Je n'étais pas à cette séance-là, mais il est passé. Ah oui, mais autrement, Mais on a eu beaucoup de discussions. l'intention était de voter pour. Oui, oui, qui est un budget minimaliste par rapport aux demandes du chef de corps. Alors on a consulté un avocat, etc., parce qu'il y a une circulaire du ministre Collignon qui était mise en cause, puis on a des discussions avec les pros de la province, qui est représenté par un député provincial au sein de la zone. Donc, tout ça a pris pas mal de temps pour essayer de voir s'il y avait une porte de sortie. La conclusion est qu'il n'y en a pas. Sauf à rentrer en conflit ouvert et avec la région et avec la province, et un conflit qui sera perdant. C'est les conclusions auxquelles on est arrivé. Voilà. Donc l'idée, c'est de commencer avec ce budget, et lorsque le chef de corps aura fourni l'analyse sur l'utilisation et le rôle des pompiers volontaires, et qu'il aura bien identifié si les 28 postes à temps plein qu'il demande correspondent à un besoin, dans la mesure où il y a aussi des synergies à mettre en place davantage avec la province et peut-être avec d'autres zones, alors là, on fera l'adaptation budgétaire. On est mal mis là, parce que si on fait trop les malins, on risque de se faire englober dans une zone complète. Hein. Et donc, si on était intégré dans la zone de Liège, on va payer beaucoup plus. Hein, parce que le coût par habitant est supérieur largement. Oui, mais c'est ça. Donc, par rapport à d'autres communes qui ont les mêmes taux de taxation que nous, on est encore privilégié d'être dans la situation actuelle, sachant que c'est vrai que ça a un impact dès que l'intervention provinciale est en augmentation, c'est vrai, mais nous autres, elle va augmenter aussi. Mais pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Parce que l'amende de 20 des personnes en plus, elle tombe. Ça a été révélé par le Covid. S'il vous plaît? Ça a été révélé par le double phénomène du Covid et des inondations. Et le chef de corps a présenté pour la première fois ça au président de la zone au mois d'août, fin du mois d'août. Voilà. Mais donc, Verviers, lui, diminue sa dotation dans la nouvelle répartition. Écoute, d'une façon globale, Verviers était gagnant sur l'ensemble de la construction, puisque eux, ils payaient beaucoup plus, et donc avec la normalisation de la mutualisation, ils arrivent à un niveau moins. Je crois qu'ils restent en dessous, malgré l'augmentation qu'ils vont devoir faire, et eux, ils vont devoir virer des gens. Hein. Vraisemblablement. Ils restent en dessous du niveau auquel ils étaient avant la zone. Mais je dis ça sans garantie, je dis ça de mémoire. Alors, merci. Dotation communale pour les pompiers, qui est pour? Merci. CPS, donc le budget du CPS qui est soumis à notre approbation a fait l'objet de débat et de vote au CPS lui-même. Donc pour des recettes de 4 286 000 et des dépenses équivalentes, et à l'extraordinaire 67 500 en recettes et en dépenses. Des questions, des remarques? Donc on va s'abstenir sur l'ordinaire et voter pour l'extraordinaire. J'avais quand même une question, moi. Au niveau de la gestion des articles 60 qu'on a parlé tout à l'heure, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a une espèce de... Enfin non, il n'y a pas d'espèce. Il y a un suivi qui est fait par les assistances sociales et un rapport remis au niveau de la gestion des articles 60 à la présidente. Comment est-ce que vous fonctionnez? Donc en fait, c'est les agents d'insertion qui rencontrent les personnes,
qui voit les possibilités ou pas d'article 60. Et puis, quand ils sont occupés, il y a un suivi et en cas de problème, on m'informe. Et donc, il n'y a personne du CPS qui va sur place pour voir comment ça se passe. Les agents d'insertion font des évaluations. Et donc, quand au dernier conseil, on m'avait expliqué qu'il y avait un dépôt MAN au niveau de chez Servineuf, la personne qui travaillait là est un article 60 qui est lié à l'ALE et il n'a pas de permis, donc je n'arrive pas à comprendre comment il arrive à faire le transport des MAN. Donc en fait, il y a une camionnette à l'ALE qui allait chercher les MAN avec la personne qui le dépose. Il s'occupe du truc des MAN et puis il retourne de l'autre côté ou alors il vient en bus si c'est le jour où il fait le dépôt MAN. Oui, donc il n'était pas tout le temps à Servineuf. Non. Et donc maintenant, cette personne-là, elle fait quoi à l'ALE? Eh bien, donc elle s'occupe de la réception des MAN et de la gestion au niveau de la centrale de passage. Donc elle est revenue dans les bâtiments à la caserne. Et donc il n'y a plus de mondial relais où ça va se terminer. Donc il ne s'occupe pas de ça. Il s'occupe au niveau du dépôt MAN. Mais mondial relais, ça existe, oui ou non? Ça, je ne sais pas si aujourd'hui mondial relais est toujours là ou pas. Donc Julie. Le mondial relais est toujours là actuellement. Et qui est-ce qui s'en occupe? Et je pense que ça parle de quelques colis qui viennent et qui s'en vont. Et que c'est donc les personnes qui sont à la gestion des MAN qui prennent le colis, qui le mettent sur le paquet ou qui vont le colis. Ok, merci. Alors, budget service ordinaire, qui est pour? Qui est contre? Service extraordinaire, qui est pour? Merci. Alors, la point 12, convention de partenariat avec le CRECID. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Le point 13. Ouais, petite réflexion plus didactique. Je n'ai pas voulu réagir pour ne pas polémiquer parce que c'est vrai que c'était une organisation comme on pouvait le faire au niveau de la prestation de serment de nos enfants au conseil communal. Mais je trouve que ça aurait été beaucoup plus représentatif que il y ait au moins des représentants de conseillers communaux pour expliquer quelque part au départ comment un conseil fonctionne en présence au moins un représentant par parti et la directrice générale présente éventuellement, je ne sais pas du tout comment c'était prévu, mais ça aurait été beaucoup plus didactique et voilà, c'était peut-être une occasion manquée d'avoir un écolage. Ok, on y réfléchira. Point 13, convention avec l'AIDE et la commune pour la centrale d'achat de l'AIDE, qui est pour? Merci. Point 14, convention entre la commune et le CPS pour un marché public pour le contrôle des absences pour réseau médical, qui est pour? Merci. Alors, marché public, toiture de la maison 6 place Sainte-Gertrude, qui est pour? Pour l'acquisition de mesureurs de CO2 pour les écoles, qui est pour? Pour l'acquisition de mesureurs de pétrage dans les prairies, ah non, c'est juste. Pour le contrôle des absences pour réseau médical des agents communaux et du CPS, qui est pour? Pour la désignation d'un expert externe pour les indications d'implantation des constructions, qui est pour? Pour un marché de services pour la désignation d'un expert pour l'estimation de la valeur de biens immeubles, qui est pour? Pour le marché de services pour la désignation d'un géomètre pour la division de différentes parcelles communales, qui est pour? Alors, le point 16. On n'aurait pas dû avoir une question. Ouais, vas-y. On ne devait pas avoir un point complémentaire cette fois-ci pour le basket au niveau d'un marché, non? Non, c'est pas nécessaire. Alors, on a eu la demande du basket il y a 3 jours. Oui, mais c'est parce que comme il y a la médication là, je me dis comme si c'est en urgence ou pas. Bon, bah, oui, mais on ne sait rien faire à marcher en 2 jours. Hein, ça, c'est impossible.
Alors, qu'est-ce... Donc, point 16, déclassement et mise au rebut d'un véhicule communal. Des questions? Qui est pour? On va de moins. Demande de permis d'urbanisation, modification du tracé de la voirie rue Bois de Leval. Des questions? Moi, j'en ai peut-être une. Oui, je Donc, j'ai lu l'ensemble des réclamations qu'avaient eues des riverains. J'ai lu l'argumentation qui avait été donnée en termes de motivation pour rencontrer chacun des argumentaires. J'ai vu également ce que vous avez expliqué par rapport à l'absorption des eaux de pluie. Ma question est la suivante. Évidemment, on le sait tous, plus on bétonne et moins il y a la surface qui absorbe. J'ai vu qu'à cet endroit-là, il y avait visiblement une difficulté d'absorber au niveau du terrain, selon les tests qui ont été faits. Mais est-ce que dans le cahier des charges qui sera élaboré, il y aura une obligation de mettre de la végétation, des arbres, des haies, etc., pour pouvoir créer justement de l'absorption au niveau des eaux de pluie? Parce que si je ne me trompe pas, en bas, donc en aval, il y a potentiellement risque d'inondation. Ah, en aval, la vallée du Bolan. Mais je pense qu'il y a déjà des inondations à cet endroit-là. Oui. Donc c'est vraiment l'eau qui vient latéralement à cet endroit-là. C'est toute l'eau qui vient de l'amont aussi, évidemment. Enfin, sur cet aspect-là. Sinon, sur l'aspect gestion des eaux, en effet, donc le rapport confirme bien que c'est un terrain qui n'a jamais absorbé. La prairie, comme elle est là, n'absorbe pas, donc ça ruisselle vers le Bolan. Donc je dirais, le fait de construire dessus n'a pas changé grand-chose. Il y aura de la végétalisation. Et il y a surtout aussi, sous la petite placette qui est créée au bout de l'extension de Marie, un système de bassin d'orage dans des canalisations qui temporiseront aussi l'eau avant de la rejeter. Donc voilà, il y a des systèmes prévus et tout ça a été vu par la cellule GISER du SPOE qui s'occupe de ce qui est inondation par ruissellement. Et ils ont validé le dispositif, notamment la noue de captage d'eau, etc., qui est prévu pour recréer, parce qu'il y a un axe de ruissellement qui traverse en diagonale la parcelle. Donc les eaux seront un peu déviées par ce dispositif et retourneront à leur ruissellement naturel. Donc cet aspect a été géré d'entre eux. Merci. D'autres remarques? Qui est pour? Merci. Alors, nous en sommes à acquisition immobilière à titre gratuit rue des Pins-Cents. Donc là, il y a un groupe de maisons, même problématique touche la rue des Brasseurs à Trembleur. Donc, voilà. En soit étant concernés, se retire. Et donc le problème, c'est que le chemin d'accès est dans un état déplorable, il est en copropriété, et donc on a reçu l'accord de tous les propriétaires pour s'en occuper. Voilà. Donc on vous propose d'accepter donc cette acquisition immobilière à titre gratuit, étant entendu qu'après il faudra programmer la voirie, bien entendu. Des questions? Qui est pour? François, tu peux revenir parmi nous de ton long exil napoléonien. Alors, aliénation immobilière communale, décision de vente, donc parcelle rue de la station à Bleuny. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Nick, tu avais une question peut-être? Oui, parce que les deux points qui se suivent, pourquoi est-ce qu'il y a une différence comme ça dans le prix au mètre carré? D'une implantation à l'autre, il y a des différences. Il y en a un qui est constructible et l'autre pas, c'est ça? Oui. Voilà. Il y en a un qui est à bâtir, l'autre n'est. Alors, parcelle rue Nicolas Arnomet-Sableny, qui est pour? Merci. Alors, convention d'occupation précaire, renouvellement à M. Glister. Donc là, on vous propose de renouveler la convention pour 6 mois. Pourquoi pour 6 mois? Parce que nous sommes en discussion avec RESA pour l'implantation d'un champ de panneaux photovoltaïques de 5 hectares. Et que donc, voilà, si ce projet aboutit, les 5 hectares en question seront occupés par les panneaux photovoltaïques. Et l'IMOP est là aussi. S'il vous plaît.
MIMOP est installé là aussi. MIMOP. Dans la motivation, considérant que la commune n'est plus propriétaire du lot 7 d'une contenance. Ah non, c'était précédemment ça. Ah, mais d'accord, ça va. C'est dans la motivation, je ne comprenais pas pourquoi MIMOP apparaissait. Qui est pour? Merci. Alors, convention avec l'ASBL de l'Agence locale pour l'emploi pour mise à disposition de locaux à titre gratuit dans les blocs A et B de l'ancienne caserne de Serre. Donc ça, c'est le même débat que ce que nous avons la dernière fois, sauf que la dernière fois, c'était sur 2021 et que donc nous proposons une convention pérenne par rapport à cela. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Oui, j'en ai. Bon, effectivement, tu viens de le rappeler, l'ALE est un débat qui nous anime depuis le mois de septembre, en tout cas qui anime les débats ici au Conseil communal. Il est un peu difficile, évidemment, de faire la part des choses et de ne pas lier ce point-ci avec celui que nous aurons dans quelques instants, puisqu'au point 28, on va devoir discuter du remplacement des administrateurs. Néanmoins, j'ai quand même quelques remarques générales par rapport à ce point qui vous est présenté. Tout d'abord, le premier qui concerne la durée. Si je ne me trompe pas, vous proposez une durée de 3 ans, et je ne vois pas ce qui justifie ce délai de 3 ans. C'est la même chose que pour les autres ASBL qui bénéficient du même régime, dont notamment la IGS pour lequel vous avez voté. Oui, sauf qu'une situation n'est pas l'autre. C'est deux ASBL d'intérêt général qui remplissent une mission sociale. Oui. Sauf que la IGS n'a pas forcément de problème particulier, et l'ALE, en tout cas, qui ne nous ont pas été soumis. Et l'ALE, ici, il y a des problèmes qui sont évidemment beaucoup plus récurrents, beaucoup plus structurels. Et on parle quand même ici d'un manque à gagner pour le budget communal de 36 756 € par an, donc ce qui fait quand même 110 000 € sur les 3 années. Et quand on a un budget qui est quand même compliqué, et on en a parlé juste avant, les 3 ans me posent question, je me dis tiens, pourquoi ne pas faire 1 an et réévaluer la situation, puisque avant de demander évidemment de faire l'impasse sur des recettes communales, il faut évidemment mettre en place des solutions en interne. Ça reste quand même de l'argent communal. Là, je parle avec ma casquette de conseiller communal. Il n'y a pas un euro d'argent communal dans l'agence locale pour l'emploi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'à partir du moment où l'ALE paye des loyers, c'est une recette communale. Oui. La recette des loyers est une recette communale, c'est ce que je dis. Et donc, je dis qu'avant de faire l'impasse sur cette recette communale-là, il me semble bon que l'ALE mette en place des réformes structurelles avant de faire l'impasse sur cette recette communale. Voilà ce que je voulais dire. Autre réflexion également, je l'ai évoqué dans ma réplique le mois passé, je pense quand même que nous sommes ici dans le cadre d'une subvention prévue par le Code de la démocratie locale en son article L 3331 et suivant, et que dès lors que c'est une subvention, le fait de mettre des locaux à titre gratuit à une ASBL, c'est une subvention. Je me pose la question de la concurrence qui peut être faite. C'est un problème pour moi. C'est un avantage concurrentiel qu'on est en train de faire ici à une entité par rapport aux autres entités qui pourraient exercer le même service sur la commune. Et donc, à partir du moment où c'est une subvention, quelles sont éventuellement les mesures compensatoires que vous pourriez envisager pour éventuellement les autres opérateurs qui ont le même objet? Voilà. Donc ce sont un peu les réflexions qui nous animent et qui nous empêchent un petit peu de soutenir ce point. D'autres remarques? Moi j'avais une proposition. J'ai lu le courrier qui a été envoyé par le directeur, qui est daté du 8 décembre. J'avais d'abord une réflexion par rapport à est-ce que cette demande a été discutée ou a été votée lors d'un conseil d'administration avant de faire l'objet de cette demande écrite de la part du directeur au niveau de la LE. La deuxième chose, il est bien mentionné que les entreprises de titre service ont des problèmes. C'est ce qui est mentionné dans le document. Or, moi, je fais quand même une distinction entre l'agence locale pour l'emploi, qui est là avec son service de formation, qui est une entité obligatoire qu'on veut garder évidemment et qui doit, à un moment donné, avoir, comme d'habitude, on a déjà eu l'occasion de le dire, des locaux à titre gratuit. Et donc, en fonction de ça, on proposera un amendement pour qu'on ait non pas cette convention sur 3 ans sur le montant total de l'exonération pour les bâtiments A et B,
mais qu'on partirait sur 2 locaux, puisque c'est 2 locaux qui sont nécessaires au niveau de l'agence locale pour l'emploi, formation et chèque ALE, et pour le gestionnaire, c'est-à-dire 2 locaux. Donc en gros, dans le bloc B, sauf si je me trompe, ça représenterait 688,50 € avec x12, donc c'est une recette de 8262 par an, comparé évidemment à la société Titre Service qui, elle, c'est une société Titre Service. Hein, donc elle est dans le commercial malgré tout. Je ne sais pas du tout si elle sera en difficulté pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais d'un autre côté, on est avec une structure titre-service, comme il est mentionné dans le courrier. Donc notre amendement, ce serait de mettre à disposition des locaux à titre gratuit dans le bloc B, 2 locaux pour pouvoir avoir donc l'agence locale pour l'emploi et un bureau pour les gestionnaires. Pas commencer toute la polémique, hein. Je rappelle non, nous non plus. Hein. Je rappelle simplement que quand on a mis un loyer à charge de l'agence locale, vous avez voté contre, mais de façon récurrente. Aujourd'hui, il y a un mouvement d'humeur qui se manifeste, malgré tout ce qu'on a pu dire, mais enfin chacun peut avoir son opinion. Et en ce qui concerne les renseignements disponibles pour les administrateurs, désigner les administrateurs et ils auront les renseignements nécessaires, comme ça a toujours été le cas lorsque ça a été demandé dans le respect des règles de consultation des documents. Donc, je n'ai pas ma réponse par rapport au conseil d'administration. Ben, tu ne l'auras pas, tu n'as qu'à désigner un administrateur. Ben, la personne est allée au dernier conseil d'administration, à ce que je sache. Il y en a encore eu après? Oui, parce que maintenant le conseil d'administration est chargé. Hein, ah, il y a eu des réunions, donc il y a eu une assemblée. Il y a eu une assemblée générale. Donc, si tu veux des renseignements internes au fonctionnement. Est-ce qu'il y a eu une assemblée générale, oui ou non? Mais je ne suis pas un suspect interrogé par la police judiciaire. Non, mais je pose une question. Ça pose une question, je réponds, ou alors je ne réponds plus. Donc, simplement, je te dis, si tu souhaites des renseignements sur le fonctionnement interne du conseil d'administration, vous désignez un administrateur qui passe renseigner en fonction des règles applicables à cette entreprise. Donc, entre le 27 novembre et la lettre du 8 décembre, j'imagine qu'il y a eu un conseil d'administration qui a eu lieu avec des administrateurs qui n'ont pas été désignés par une assemblée générale, si je suis votre raisonnement. Mais je ne fais qu'écouter. Hein. Mais voilà. Donc, j'aimerais qu'on vote sur l'amendement au niveau du groupe ici. C'est logique, ça. C'est logique. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir l'amendement par écrit pour qu'il soit transcrit? On va transmettre ça. Donc un amendement étant déposé, qui est pour? Qui est contre? Voilà, l'amendement étant rejeté, on vote sur la proposition. Donc qui est pour la convention proposée? Qui est contre? Merci. Alors, pour le patrimoine, contrat de bail de courterie à usage de résidence principale pour un studio dans le bloc I de l'ancienne caserne de Sèvres. Donc là, on a une situation particulière. Une personne qui n'a pas trouvé à se reloger, et donc on souhaite lui permettre, évidemment, sans en hiver en plus, de pouvoir continuer à occuper le bien, mais à courte durée. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Oui, j'en ai une. Oui. Je n'ai pas d'objection à ce qu'on la reconduise, c'est pas ça la question. Par contre, moi j'ai été un peu surpris parce que ça, s'il n'y avait pas la convention qui dérogeait, je pense, au timing habituel, on n'aurait pas vu, je pense, ce poids au conseil. Donc, moi, c'est la première fois que je prends connaissance de cette situation. Et donc, j'ai vu qu'en fait, c'est le collège qui a décidé par courrier recommandé le 13 avril 2021 de mettre fin au contrat de cette dame. Donc, je suis allé voir le courrier du 13 avril où on n'explique pas les raisons pour lesquelles on met terme au contrat de bail. Donc, moi, je voulais savoir quelles étaient les raisons pour qu'à un moment donné, vous décidez de faire de ce contrat de bail. Parce que c'était un contrat de bail à durée déterminée qui venait à échéance le 31 décembre. Et que nous avons, ou le 30 décembre. On a confirmé, donc par écrit, on met toutes les réponses à tes questions. Donc tout ça c'est effectivement de la compétence du collège. Et toutes ces décisions-là sont reprises dans les PV du collège, évidemment. Donc tout ça a été discuté au collège, effectivement, et est de la compétence du conseil pour conclure la convention. C'est ça que ça se passe ici.
Donc ce n'est pas une volonté de cacher ou quoi que ce soit, hein, c'est l'exécution des compétences respectives des uns et des autres. Je ne dis pas qu'il y a une volonté de le cacher, hein. Ce n'est pas mon propos. Je dis juste que comme c'est la première fois qu'il est évoqué au Conseil, je m'interrogeais sur ce dossier. Qui est pour? Merci. Alors, nous en sommes au point 23. Donc là, c'est un truc qu'on a déjà eu là, avec les accords au niveau du zoning en action. Donc, on nous demande l'autorisation pour une session, ça ne pose pas de problème. Tout le monde est d'accord? Qui est pour? Merci. Alors, le gestionnaire de réseau en électricité, le gestionnaire de réseau en gaz. Donc là, nous sommes au point 25. Donc, nous avons un candidat. Et dans l'autre, nous vous proposons d'entériner ce candidat parce qu'il faut quand même bien gérer et le réseau d'électricité et gérer le gaz. Le réseau de gaz, pardon. Y a-t-il des remarques ou des questions? Donc, par rapport au gestionnaire au point 24 pour l'électricité, qui est pour? Et pour le 25 pour le gaz, qui est pour? Merci. Alors, le point 26, accueil temps libre, rapport d'activité. Donc là, qui est pour? Merci. Accueil temps libre, plan d'action 2021-2022, qui est pour? Merci. Agence locale pour l'emploi SBL, représentant de la commune. Donc là, on joue un petit peu la boîte postale. Donc, nous avons été interrogés par l'agence locale pour compléter le conseil d'administration, qui doit être au nombre de 12. Donc, en presse, donc la commune a 3 mois à dater de la vacance du siège, des sièges pour les remplacer. Compte tenu des règles d'ONT, on sait comment ça se passe. Donc, il revient au MR et à l'ICDH de désigner un représentant. Donc c'est pour ça qu'on a mis le point à l'ordre du jour. Voilà. Marie. Simplement dire qu'à ce stade, sauf données qui ne m'auraient pas été communiquées, mais je suis démissionnaire, mais toujours pas démissionnée. J'étais au dernier conseil d'administration et je devais être convoquée à une assemblée générale pour être définitivement démissionnée. Donc, les places ne sont pas encore vacantes. Si, il y a eu une assemblée générale qui t'a démissionné. Je n'ai pas été convoquée. Légalement, je devais être convoquée. Et alors, je tiens aussi à dire qu'au conseil d'administration précédent, il n'a pas été question de la demande d'exonération des loyers. Et si rien ne change dans le fonctionnement de l'ALD, je ne vois pas comment nous allons évoluer. Voilà. Je ne dirai rien d'autre, mais je tiens à... Bon, je devais être convoquée. Hein. Légalement, je devais être convoquée. Donc pour moi, cette assemblée n'a pas eu lieu. Au conseil d'administration du 27, il était question d'une assemblée qui était convoquée le 8, et je n'ai pas été convoquée à cette assemblée. Or les statuts sont très clairs. Les personnes démissionnaires doivent être convoquées à l'assemblée générale jusqu'au point où on dit qu'elles vont être démissionnées et elles doivent quitter l'Assemblée générale. Je n'ai pas été convoquée. S'il y a un problème, tu t'adresses à l'agence locale pour l'emploi en tant que tel. Par rapport à l'autre, ton autre remarque, c'est votre liberté de ne pas désigner de remplaçant. Non, mais actuellement, sauf s'il y a des données qui n'ont pas été communiquées, actuellement, ma place n'est toujours pas vacante. Hein. On a bien entendu, c'est tout. Donc, par rapport à la date, nous avons 3 mois. Je crois qu'on a bien entendu, mais je crois qu'on a bien compris cette année. Donc, je te répète, si tu as un grief à faire valoir vis-à-vis de la SBL, tu t'adresses à la SBL en tant que tel. Sur ta deuxième remarque, que vous hésitez à occuper ce siège en désignant un remplaçant, ben bon, ça c'est votre liberté. Le seul risque que vous faites courir, c'est un retrait d'agrément à la SBL et vous en assumerez la responsabilité. Donc c'est à vous. Pour un naturel administrateur, je crois comment on pourrait retirer la grève. Les renseignements que j'ai, c'est que si le conseil d'administration n'est pas complet, l'agrément pourrait être retiré. Ce n'est pas pour le cas pour le moment. Je dis, bon, là, il
l'information que j'ai, c'est que oui, puisque j'ai cette information de l'SBL. Si Anne-Marie estime qu'il y a un vice dans la procédure, qu'elle s'adresse à l'SBL, moi, voilà, ouais. J'ai bien entendu, mais ce qui veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, juste avant la réunion, cette réunion-ci, je ne savais pas que j'étais démissionnée effectivement, et donc que mon poste était vacant. Même s'il allait l'être. Hein. Il y en a compris certains, c'est tout. Donc, par rapport à la date de début, des 3 mois qui courent, il y a un souci. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Je vais peut-être exposer le point de vue du MR. On a entendu celui du CDA, je vais exposer celui du MR. Alors que les choses soient claires, nous ne souhaitons pas la mort de l'ALE, car derrière l'ALE, il y a non seulement des employés, des travailleurs, mais aussi des clients qui ont besoin des services de l'ASB. Toutefois, je tiens à rappeler que notre administrateur a démissionné ici pour des raisons, et ce n'est pas le seul à avoir démissionné. Je crois qu'ils sont quasiment 6 à avoir démissionné, politiques et représentants du monde du travail lors de ces législatures, mais aussi lors de la précédente législature, il y avait aussi des personnes qui ont démissionné, en raison notamment d'une série de problèmes qui sont liés à la gouvernance au sein de l'ALE et qui, de toute évidence, restent pilotés depuis le collège communal. Alors, tant que ces problèmes ne sont pas levés... Je bien 2 erreurs. Hein. Donc, ce n'est pas le collège communal qui gère l'SBL, premièrement. Deuxièmement, quand tu dis qu'il y a des démissions, toute une série de démissions à cause de la gestion, c'est totalement faux. Il y en a qui ont démissionné parce qu'ils ne venaient jamais. D'accord? Même si, et que tu dis que ce sont des noms politiques, quand vous avez essayé que ce soit votre représentant qui soit président, là, ne viens pas me dire qu'il n'y avait pas de pilotage par l'arrière pour que leur vote soit acquis. Hein, qu'on ne prenne pas un vieux sage à faire des grimaces. Alors, réponse en 2 temps. Je peux ressortir le PV de cette assemblée où tu as clairement dit que vous évoquiez le cas de l'ALE tous les lundis au collège. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans les PV ici. Régulièrement, puisque comme tu l'as dit, il y avait une relation contractuelle dans du loyer. Deuxième élément, il y en a quand même plusieurs qui ont démissionné. Je ne connais pas toutes les personnes qui ont démissionné. Il faudrait te renseigner. Donc la plupart, c'est-à-dire 80% des démissionnaires, à part Anne-Marie et ton représentant, c'est parce qu'ils ne revenaient jamais, ou quasiment jamais. Pourquoi est-ce qu'ils ne venaient pas? Parce qu'ils ne sont jamais venus. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne venaient pas? Tu leur demanderas. C'est parce qu'ils n'ont pas rempli leur mandat que je te dis, ils ne viennent pas, ils ne sont jamais venus. Mais en tout cas, ils étaient toujours là, même par procuration. Enfin, soit, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a visiblement toujours des problèmes structurels et que nous avons, nous, toujours des questions qui n'ont pas été levées. Et je tiens à dire que je vais réénumérer les questions dont nous souhaitons réponse, et si nous n'avons pas réponse, nous saisirons le ministre de tutelle. Alors, les questions, quelles sont-elles? La question principale, c'est la question de qui sont les membres de l'ASBL. Je l'ai évoqué lors du dernier conseil communal. Les statuts sont flous sur la question. On dit qui sont les membres de l'AG, mais on ne dit pas ceux qui sont membres de l'ASBL. Et à mon sens, la commune de Bleny est membre de l'ASBL, et j'ai reçu une petite note de l'Union des villes et communes de 2021 qui dit clairement que les communes instituent une agence locale pour l'emploi sous la forme d'une ASBL dont ils sont membres. L'Union des villes et communes, dont ils sont membres. Donc je pense qu'il faut clarifier évidemment cette situation, car, comme je le rappelle, par rapport à l'intervention que j'ai faite le mois dernier, de cette situation-là découlera bien d'autres réponses. Autre question, la deuxième question que je pose, c'est par rapport au contrat qui a été signé en 2019. Je l'ai expliqué, il a été signé par les mauvaises personnes, contrairement au statut, mais ce n'est pas le souci qui me pose ici grief, c'est de savoir si ce contrat de 2019 est ou non applicable en fonction du décret de gouvernance de 2018. Alors, le décret de gouvernance de 2018 impose en principe que la direction des structures publiques sont assumées par un salarié de ces structures à l'exclusion des contrats d'entreprise, et on assimile également à ces entreprises les entreprises privées qui ont une participation de membres qui sont des pouvoirs publics, ce qui est le cas ici en l'espèce, puisqu'au moins 50% la commune de Bleny a des représentants dans cet organe. Donc, si nous sommes en application du décret de gouvernance, ça ne peut pas être un indépendant qui est à la tête de la fonction dirigeante de l'ALE. Et donc, le contrat de 2019 pourrait être illégal. Et ça, c'est une question qui est évidemment sur la table, car si ce contrat est illégal, quid de la validité de tout ce qui a été fait depuis lors, et quid également de la responsabilité des signataires?
Ça, j'attendais que tu mettes cette question là, tiens, parce que je ne voulais pas le faire pour ne pas polémiquer. Donc, qui a signé le contrat d'indépendant? Tu te rappelles? Et tu mets en cause ta responsabilité aujourd'hui? Tu assumes ce que tu dis? Je parle de celui de 2019, après le décret de gouvernance de 2018, qui a changé sensiblement la donne. Ce qui a été fait avant était légal et je ne critique pas ce qui a été fait à l'époque. Donc, dans la même suite, si ce contrat est illégal, je pense qu'il peut y avoir à un moment donné, et ça peut être posé sous cet angle-là, un risque en termes d'abus de biens sociaux. Et enfin, au niveau des modalités d'évaluation qui devraient, à mon sens, être liées au niveau de ce contrat, quelles sont les évaluations qu'on peut en faire. Donc ça, ce sont des questions importantes, structurelles, que l'on pose. À notre sens, la gouvernance de l'ALE et son plan stratégique, s'il y en a effectivement un, sont un peu nébuleux, voire approximatifs, pour que l'EMR demande à une personne d'aller y assumer une responsabilité d'un administrateur. On s'étonne par ailleurs que les administrateurs PS ne se posent pas plus de questions, mais ce n'est pas notre responsabilité, ce sont la vôtre. Et nous réévaluerons bien entendu notre position quand nous aurons reçu les réponses à ces questions. Donc nous ne présenterons personne. Ok. Eh bien, le point est reporté alors. Alors, nous sommes au point suivant. Accueil de jour pour les transmigrants, prolongation. Nous vous proposons donc de prolonger l'accueil de jour au niveau des transmigrants, étant entendu que vous l'aurez remarqué dans le budget, on a intégré un montant permettant aussi d'assumer l'accueil de nuit par l'engagement de 2 éducateurs pour compléter l'équipe de bénévoles qui est là en journée. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? Qui est pour? Merci. Alors, le plan oxygène, non-adhésion. La question ici, nous venons de trancher sur le budget 2022. Le plan oxygène demande qu'on fasse une réponse pour février pour voir si ça nous intéresse pour les 5 ans qui viennent. C'est les 5 ans. Donc on ne sait pas revenir en arrière. Donc si dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 4 ans, on se dit merde, il aurait fallu demander le plan oxygène, on ne saura plus. Donc indépendamment, tout est lié évidemment, indépendamment du plan du budget 2022, nous souhaitons donc avoir l'avis du Conseil par rapport à cet élément quand même important sur les exercices des 5 années qui viennent. Nous, notre position que nous proposons au Conseil, c'est de ne pas adhérer au plan oxygène. Alors voilà, le débat est ouvert s'il y a d'autres avis ou d'autres suggestions ou remarques. Donc le collège devra entériner la décision du Conseil. Nous entérinerons la décision du Conseil. C'est une compétence collège, hein, c'est clair, mais politiquement, nous entérinerons la décision du Conseil. Je ne sais pas s'ils ont des remarques. Donc la proposition que nous faisons, c'est de ne pas adhérer. Il y a des remarques, des questions? Non? Donc qui est pour la décision de principe de ne pas adhérer? Merci. Je demande quand même des félicitations à moitié, je vais les obtenir, puisque vous estimez que pour les 5 prochaines années, nous n'aurons pas besoin de cela grâce à la situation financière de la commune. J'ai voulu le lire en plus, mais je me suis dit que c'était un peu too much. L'augmentation des taxes, c'est là. Ça, c'est du Serge tout craché. C'est pas t'empêcher. Et ça, c'est du Marc tout craché. Et comme bac, quand l'arbitre ne regardait pas de piter dans les mollets de l'attaquant. Ça, c'est du Serge tout craché. Alors, nous avons terminé la chose. Est-ce qu'il y a des questions d'actualité? Oui, j'en ai une. Concernant l'intervention de la CIL entre la rue Virois d'Ardennes et la rue sur les Aides, ça fait quasiment plus ou moins une semaine qu'il y a des travaux. Est-ce que vous en savez plus? Est-ce que la CIL vous a communiqué par rapport à l'échéance des travaux et de la fermeture de la route? En réalité, ils cherchent du pétrole, mais ils continuent. Donc ils ne mettent pas des panneaux photovoltaïques. C'est dans Powelco.
ne parle pas de jusqu'au 28. Voilà. Mais il y a eu une signalisation qui a été mise en place par rapport au feu qui tombe en panne, ceci, cela. On a de très bonnes relations avec la CIL, donc il va montrer le problème dans la communication. Voilà. Tout cool. Pardon, oui, Charlie. Oui, c'est par rapport à la même question. Il y a un mois et demi, il y avait déjà le même type de travaux sur l'attaque, la chambre de visite. Ça, c'était communal. C'est nous qui l'avons fait. Ah, c'est vous qui l'avez fait. C'est la commune. Mais il n'y a pas de problème structurel à ce niveau-là, de C'est pas un problème structurel, mais avec le temps, tu sais bien, ça. Ah oui, c'est ça. Anne-Marie. Nous avons eu cette semaine une émission de télévision très intéressante sur l'histoire des enfants cachés. Il se fait que, donc l'histoire des enfants cachés pendant la guerre 40-45, il se fait que, il y a peu de temps d'ici, j'avais reçu le courrier d'une personne qui était à la recherche sur Blény du lieu où ses parents avaient caché pendant la guerre, sous des faux noms, un couple juif et son enfant. C'était rue de Favechamp, mais dans l'ancienne rue de Favechamp qui couvrait Julia Guizen. Et en même temps, je savais qu'il y avait sur Blény plusieurs personnes, plusieurs familles qui avaient hébergé, que ce soit à Mortier, que ce soit à Blény, que ce soit à Barchon, des enfants cachés. Et alors ici récemment, donc on n'a pas finalisé cette recherche du lieu où avait été effectivement cachée cette famille. Alors ici récemment, j'ai appris que une famille de Barchon avait demandé, en lien avec ce que demandait l'association des enfants cachés, à savoir que l'on trouve des solutions pour maintenir la mémoire des faits qui s'étaient passés pendant la guerre dans toutes les communes du royaume où des enfants avaient été cachés et protégés de la déportation. Et donc j'ai appris qu'un courrier avait été envoyé à la commune pour demander que l'on fasse une signalisation d'une manière ou d'une autre par rapport à ce souvenir historique. Et donc ma question portait sur l'élargissement au-delà du courrier que vous avez reçu, un élargissement par rapport à d'autres endroits ou d'autres lieux où d'autres enfants ou d'autres familles avaient été cachés. Donc voilà un peu ma question qui est plus large et qui porte au moins à mon avis sur 4 endroits dans la commune, mais peut-être d'autres. On ne saurait pas répondre comme ça, oui, non, hein, mais c'est une question. Comment? Je peux te répondre oui. Si tu es intéressé par la mais réponse. Oui. Donc effectivement, nous avons été contactés à propos d'un couple qui a été reconnu comme juste. Oui. Ce qualificatif n'étant pas anodin dans l'histoire d'Israël, puisqu'il y a une association officielle, etc., qui reconnaît les justes, bon, notamment les personnes qui ont hébergé des enfants pendant la guerre. Et donc nous avons tout à fait immédiatement accepté la requête de la famille, qu'il y ait une signalisation dans la mémoire collective de ce couple qui a hébergé des enfants juifs et qui a été reconnu comme tel. Si évidemment il y en a d'autres dans la commune qui sont reconnus comme justes, nous ferons la même chose. Mais après une enquête, honnêtement, je n'ai pas fait intervenir la CIA et tout ça, mais après une courte enquête, il apparaît que dans l'entité de Blény, ce sont les 2 seules personnes qui ont reçu ce titre de juste. Maintenant, s'il y en a d'autres, on fera la même chose. D'autres questions? Ok, ben la séance publique est clôturée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonsoir.